Bienvenue à cette vidéoconférence consacrée à la planète Mars. Nous allons nous y intéresser en 4 temps. D'abord la description de la planète, voir de près à quoi elle ressemble, ce qu'il y a à observer, son histoire en tant qu'objet du système solaire, également les mythes, car l'idée extraterrestre est en partie venue de la planète Mars, et l'exploration, celle qui a eu jusqu'à nos jours, et l'exploration à venir, en particulier celle qui sera faite par des humains. Pour commencer, plaçons-nous dans le système solaire. Mars est la 4e planète, se trouvant juste après la Terre. Dans notre système solaire, il y a 2 catégories de planètes. D'abord les planètes telluriques. Ce sont des planètes faites de roches, elles ont un sol, donc on peut marcher dessus. Ces planètes sont également de petite taille et proches du Soleil. À l'autre bout, nous avons les planètes gazeuses. Ce sont des planètes principalement faites de gaz. Ce sont comme des sortes de boules de nuages. Ces planètes sont également de grande taille et très éloignées du Soleil. Mars fait donc partie de la catégorie des planètes rocheuses. Par rapport au Soleil, elle se trouve à 250 millions de kilomètres de lui, quand la Terre, elle, se trouve en moyenne à 150 millions. Tout comme la Terre, Mars n'est pas seul. Elle a 2 petites lunes qui le tournent autour, Déimos et Phobos, qui ressemblent à de vulgaires astéroïdes. D'ailleurs, ils viennent de la ceinture du même nom. Mars les aurait capturés avec sa gravité, faisant d'eux ses lunes. En tournant autour du Soleil, Mars a une orbite plutôt excentrée. Elle est parfois plus proche du Soleil, à environ 206 millions de kilomètres, et parfois plus loin, à environ 250 millions. Mars met 687 jours pour effectuer un tour autour du Soleil, ce qui correspond à 1 an et 10 mois sur Terre. Et les 2 planètes sont alignées tous les 2 ans et 2 mois. Mars a un temps de rotation très proche de la Terre. Elle l'effectue en 24 heures et 39 minutes. Mars a un diamètre de 6300 km, quand la Terre, elle, en a un de 12 700. Autrement dit, c'est une planète 2 fois plus petite que la nôtre. Maintenant, rapprochons-nous de la surface. Sur Mars, la gravité est de 3,7 mètres par seconde carrée. Qu'est-ce que cette formule veut dire ? Quand un objet tombe sur Mars, chaque seconde, il parcourt 3,7 mètres en plus. Autrement dit, chaque seconde, il accélère de 13 km/h. La première seconde, il va à 13 km/h, la deuxième à 26, la troisième à 39, et ainsi de suite. Sur Terre, cette gravité est de 9,8 mètres par seconde carrée, soit 35 km/h d'accélération par seconde. Et sur la Lune, elle est de 1,6 mètres par seconde carrée, soit 6 fois moins que sur Terre. Tout comme la Terre, Mars a une atmosphère, mais elle est très différente. Sur Terre, la pression est de 1015 hectopascales. Autrement dit, l'air qui est au-dessus de notre tête exerce une pression d'1 kg sur une surface d'1 cm². Sur Mars, cette pression est de 6 hectopascales. Autrement dit, Mars a une atmosphère beaucoup moins dense que la nôtre. Si on regarde la composition, on sait que sur Terre nous avons 21% d'oxygène et 78% d'azote. Sur Mars, on trouve 95% de CO2, 2,7% d'azote et 0,13% d'oxygène. Sur Terre, le CO2 représente 0,039% de la composition de notre atmosphère. La température moyenne sur Terre est de 15 degrés, tandis que sur Mars, elle est de moins 60 degrés. Si on va dans les extrêmes, sur Terre, le maximum qu'on peut trouver, c'est 52 degrés dans certains déserts, et jusqu'à moins 92 degrés au milieu de l'Antarctique. Sur Mars, on peut monter jusqu'à 20 degrés pendant l'été au niveau de l'équateur, et descendre jusqu'à moins 120 au niveau des pôles. Comparons l'atmosphère terrestre avec celle de Mars. Sur Terre, la première couche des 10 km concentre la majeure partie de l'atmosphère. C'est là où se développent les nuages et la vie. Au-dessus, on a la couche d'ozone qui protège des ultraviolets. Et tout le reste constitue la haute atmosphère. Sur Mars, bien que l'atmosphère soit 150 fois moins dense, son épaisseur est équivalente. Ceci est dû à la gravité qui est plus faible et par conséquent l'atmosphère y est moins compressée. Mars a une météo. À 11 km d'altitude évoluent quelques nuages de glace d'eau. À 50 km, ce sont des nuages de gaz carbonique. Au niveau de la surface, les tourbillons de poussière sont un phénomène fréquent. Et également les tempêtes de poussière, qui peuvent recouvrir la totalité de la planète pendant des mois. Concernant la composition, Mars a une écorce de 50 km d'épaisseur.
en dessous un manteau de 1800 km, et au centre, un noyau de 1400 km. Mars est très riche en oxyde de fer, ce qui explique sa couleur proche de la rouille. Dans le système solaire, c'est sur Mars qu'on observe les reliefs les plus impressionnants. On y trouve le volcan le plus grand. Le mont Olympus culmine jusqu'à 22 km de haut. C'est un relief gigantesque si on le compare à nos plus hauts sommets terrestres. Notre plus grand volcan sur Terre, l'île d'Hawaï, fait plus de 10 km de haut en partant du fond marin. Ce dernier paraît minuscule par rapport au mont Olympus. C'est une différence comparable entre un seau d'eau et une baignoire. Le mont Olympus s'étale sur 600 km de large. Il prendrait toute la largeur de la France. Et son cratère, lui, fait la taille d'un département français. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi trouve-t-on des volcans aussi immenses sur Mars ? Pour ça, il faut comparer avec nos volcans sur Terre. Sur notre planète, certains types de volcans sont alimentés par un point chaud. Un point chaud est une source de chaleur qui vient du centre de la Terre. Ce point chaud perce la croûte terrestre et donne naissance à un volcan qui va grandir et grandir. Le point chaud, lui, est fixe, mais le volcan, lui, non. Sous la croûte terrestre, le magma bouillonne comme dans une casserole. Ce bouillonnement déplace la croûte terrestre. Et il arrive un moment où le point chaud ne se trouve plus en dessous. Et du coup, ce dernier va générer un autre volcan plus loin. Et le phénomène se répète ainsi de suite. Sur Mars, le magma n'est pas en mouvement. Résultat, la croûte terrestre reste fixe. Du coup, un point chaud peut alimenter le même volcan qui va grandir et grandir durant des centaines de millions d'années jusqu'à que le point chaud s'éteigne. Voilà pourquoi les volcans martiens sont les plus hautes montagnes du système solaire. Une autre formation géologique tout aussi impressionnante, la vallée de Marineris. Un canyon qui s'étend sur 4000 km de long et dont la profondeur peut dépasser par endroits les 10 km. La présence de ce canyon n'est pas due à l'écoulement de l'eau. C'est un endroit où la croûte terrestre s'est écartée et a ouvert cette énorme fosse. C'est une formation spectaculaire, mais on trouve pourtant l'équivalent sur Terre. Il s'agit de la fosse des Mariannes, dont la profondeur descend jusqu'à 11 km. Mars comporte sur chaque pôle d'anciennes calottes glaciaires. Elles contiennent la majorité des réserves d'eau de la planète. Cependant, sur les photos, ce que l'on voit en blanc n'est pas la calotte glaciaire même. Il s'agit de neige carbonique qui se renouvelle constamment. La vraie calotte glaciaire, elle, s'étend beaucoup plus loin et n'est pas visible car elle est recouverte d'une couche de poussière de la même couleur que Mars. Si on fait un bilan des reliefs, entre le point le plus haut et le point le plus bas, on a une différence de 30 km, alors que sur Terre cette différence n'approche que les 20 km. Les sondes en orbite ont pu observer quelques formations géologiques insolites, alimentant les fantasmes sur la vie extraterrestre, tels que le visage martien, qui en fait n'est qu'une montagne, où lorsque le soleil l'éclaire sous un certain angle, projette des ombres qui créent cette illusion. D'autres montagnes évoquent la forme de pyramides. Cependant aujourd'hui, Mars est bel et bien une planète morte, ce qui n'a pourtant pas été toujours le cas. Il y a 4,5 milliards d'années, à la naissance du système solaire, Mars était une planète en fusion comme l'étaient la Terre et Vénus. Ces planètes se sont refroidies, et il y a 3,8 milliards d'années, elles se sont constituées d'une atmosphère et se sont pourvues d'océans, potentiellement sur Vénus et certainement sur Mars au vu des découvertes. Par la suite, Vénus s'est pourvue d'une atmosphère trop importante, augmentant l'effet de serre et faisant de cette planète une véritable fournaise. La Terre, elle, s'est maintenue et a vu l'apparition de la vie. Tant qu'à Mars, elle s'est refroidie et asséchée. Pourquoi est-elle devenue ainsi ? Revenons dans le passé. Il y a 3,8 milliards d'années, Mars s'est refroidi, mais elle s'est pourvue d'une épaisse atmosphère et d'océans. Mars étant une planète de petite taille, son magma s'est refroidi beaucoup plus vite que ses voisines. Cela a eu une conséquence sur son champ magnétique. Le champ magnétique est provoqué par des mouvements de convection du noyau liquide. En se refroidissant trop vite, ce noyau est devenu solide, ce qui a éteint le champ magnétique. Or, ce champ magnétique est très important, car il protège la planète des vents solaires. Les vents solaires sont des particules émises par le Soleil. Le champ magnétique protège la planète de ces vents solaires dangereux. Sur Mars, en disparaissant, ces particules ont arraché l'atmosphère de Mars.
Avec moins d'atmosphère, les océans se sont évaporés. Car pour que l'eau soit liquide, il faut qu'il y ait quelque chose qui appuie dessus. Une atmosphère épaisse permet de maintenir l'eau à l'état liquide. Si cette dernière devient moins lourde, eh bien l'eau s'évapore et elle aussi est à son tour arrachée par les vents solaires dans l'espace. Et voilà comment Mars est devenue la planète froide et sèche que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, de récentes découvertes montrent que l'eau liquide n'a pas totalement disparu de Mars. Cette photo a été prise dans le cratère Newton, au niveau de l'équateur. Ces traînées sombres ont été laissées par des écoulements d'eau. Ce phénomène très court a été observé durant l'été martien. Or, comme on le sait, l'eau ne peut pas être liquide à la surface de Mars, car la pression de l'atmosphère y est beaucoup trop faible pour cela. Cependant, on pense qu'il s'agit de saumure, de l'eau très riche en sel, qui peut être liquide avec une faible pression atmosphérique. Pour expliquer ce phénomène, il y a deux hypothèses. La première idée serait que dans la roche martienne, on trouve une réserve de saumure gelée. L'été, avec le réchauffement, cette saumure fond et s'échappe à l'extérieur sous forme d'écoulement. Dans la deuxième hypothèse, on pense que le sol martien contient juste une réserve de sel. Quand il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère, le sel l'absorbe, se transforme en saumure et finit par s'écouler le long de la pente. Les récentes découvertes ont également montré qu'il y avait du méthane dans l'atmosphère martienne. Mais ce qui est étonnant, c'est que sa quantité évolue de manière cyclique. Il disparaît et réapparaît. Ce phénomène est très intrigant, car sur Terre, le méthane est principalement produit par les êtres vivants. Il est donc possible que sur Mars, ce méthane provienne de microbes présents dans le sous-sol. Cela serait donc la preuve d'une forme de vie sur Mars. Cependant, ces émanations de méthane pourraient être le résultat de réactions chimiques entre minéraux. Le mystère martien ne fait que se renforcer au fil de nos découvertes. Mars a une place très importante dans notre imaginaire. La planète est observée depuis l'Antiquité par les Grecs. Dans la mythologie romaine, Mars correspond au dieu de la guerre. Elle a été nommée ainsi car sa couleur rouge évoque le sang de la guerre. Chez les Grecs, elle correspond à Arès, un dieu équivalent à celui des Romains. Mais par la suite, comment va naître l'idée d'extraterrestre ? Cela commence à la Renaissance. L'astronome Nicolas Copernic établit une théorie sur la pluralité des mondes. Selon lui, la Terre est une planète comme les autres. Et par conséquent, les planètes du système solaire, étant comme la Terre, eh bien devraient être elles aussi peuplées d'habitants. Et Copernic est allé plus loin, puisque pour lui, toutes les étoiles qui nous entourent sont en fin de compte des étoiles comme le Soleil, avec elles aussi leurs planètes, qui gravitent autour, et qui sont peuplées comme la nôtre. C'est ainsi qu'est née l'idée d'extraterrestre. Mais c'est à la fin du 19e siècle que l'idée d'extraterrestre va vraiment prendre de l'ampleur. Des astronomes italiens, en observant la planète Mars, y ont distingué des canaux. Des canaux tellement rectilignes que selon eux, ils n'ont pu être construits que par des civilisations avancées. Cependant, ces fameux canaux qu'ils ont observés n'ont jamais existé. Était-il le résultat d'instruments de mauvaise qualité ou d'hallucinations ? On ne le sait pas. Mais ces observations ont eu un immense impact sur la croyance populaire. Ainsi, dans la foulée est paru le roman de Wells, La guerre des mondes. Dans cet ouvrage, la Terre est envahie par une armée de Martiens. Et s'en est suivi de nombreux récits à travers la littérature et le cinéma durant tout le XXe siècle. Cependant, toutes ces œuvres qui parlent de Martiens ne s'intéressent pas aux caractères spectaculaires qui sont propres et réels sur la planète Mars. Or, c'est ce que nous ont souligné les différentes explorations. L'exploration robotique de Mars a commencé en 1965. La sonde Mariner 4 est le premier engin à survoler la planète. Les premières photos de la surface révèlent un sol recouvert de cratères comme la Lune. Mais les missions qui vont suivre vont révéler des aspects beaucoup plus intéressants. En 1975, les sondes Viking 1 et 2 sont les premiers engins à se poser à la surface de la planète. Elles ont pu nous envoyer les premières images du sol martien. Cependant, il faudra attendre 20 ans pour qu'une nouvelle mission soit envoyée. En 1995, la mission Mars Pathfinder est le premier rover autonome à fouler le sol martien. Mais ce petit robot n'a pas vraiment eu de mission. Il a été envoyé pour tester cette technologie. À l'arrivée du XXIe siècle, l'exploration martienne s'intensifie.
avec la mise en orbite de plusieurs sondes, dont Mars Odyssey en 2001 et Mars Express en 2003. Ces sondes placées en orbite autour de Mars l'ont cartographiée et analysée avec grand détail, et elles servent également d'antenne relais aux robots qui sont au sol. Mars Express est équipé d'un radar qui permet de sonder le sol dans le but de détecter de l'eau liquide présente dans des poches souterraines, où la vie pourrait s'y abriter. En 2018, elle est parvenue à trouver un lac souterrain en dessous de la calotte glaciaire du pôle sud martien. Ce lac serait enfoui à 1,5 km sur la surface. On observe le même type de lac sous les glaciers du Groenland et de l'Antarctique. En 2004 se sont posées sur Mars les sondes Opportunity et Spirit. Ce sont les premiers véritables rovers à explorer la planète Mars. Équipés de panneaux solaires, ils étaient conçus pour durer 3 mois sur la planète. Et pourtant, Spirit a fonctionné jusqu'en 2010, soit 6 ans, et Opportunity, lui, a fonctionné jusqu'en 2018, soit 14 ans. En 2008, c'est la sonde Phoenix qui se pose près du pôle nord de Mars, au niveau de la calotte polaire. La sonde a révélé l'existence de précipitations de neige sur Mars. Chaque hiver, le pôle nord se recouvre davantage de neige. En 2012 se pose le rover Curiosity. C'est la plus grosse sonde qui a pu se poser sur une planète. Il a le poids et les dimensions d'une automobile. Il emporte une grande quantité d'instruments dans le but de pouvoir trouver d'anciennes traces de vie. Comme les autres missions, Curiosity nous envoie de nombreuses cartes postales de la planète Mars, comme ce panorama sur le cratère Gale avec le coucher de soleil. Ou encore le couple Terre-Lune vu depuis le sol martien. Le rover a découvert des restes de gravier et de galets, ce qui est la preuve qu'une rivière est passée par ici, et qu'ainsi Mars aurait eu des cycles de l'eau. Pour que ces sondes atteignent Mars, elles sont lancées depuis la Terre par des lanceurs du type Ariane 5 ou Atlas. Les sondes mettent en moyenne entre 6 à 9 mois pour rejoindre la planète. En arrivant sur place, la sonde se met en orbite. Pour ce qui concerne les atterrisseurs, ils sont injectés dans une capsule. En rentrant dans l'atmosphère, ce sont les frottements de l'air qui font perdre de la vitesse à la sonde. Mais à plusieurs dizaines de milliers de km/h, ces frottements génèrent une forte chaleur, mais la sonde est protégée par son bouclier thermique. Passant sous la barre des 1000 km/h, un parachute s'ouvre. Le bouclier n'étant plus utile est éjecté. Le parachute ralentit la sonde, mais l'atmosphère martienne n'est pas suffisamment dense pour atteindre le sol en douceur. C'est pourquoi il est largué, et ce sont les rétrofusées qui terminent la descente jusqu'au sol. C'est de cette manière que se déroule l'atterrissage pour les sondes Viking et Phoenix. Pour Mars Pathfinder, Opportunity et Spirit, la plateforme a libéré la sonde au-dessus du sol et sa chute est amortie par des airbags. Puis les airbags se dégonflent et l'atterrisseur s'ouvre pour déployer le rover. Curiosity, lui, a été descendu par la plateforme grâce à des câbles, tel un ascenseur. Si on s'intéresse aux sites d'atterrissage, les sondes Viking qui étaient les premières ont été envoyées sur des sites qui étaient faciles d'atterrissage. La sonde Phoenix s'est posée près de la calotte glaciaire pour l'étudier, et concernant les sondes Pathfinder, Opportunity, Spirit et Curiosity, elles ont été envoyées dans d'anciennes zones sédimentaires où il y aurait eu de l'eau, et où on espère ainsi trouver d'anciennes traces de vie. Jusqu'ici, le plus gros de l'exploration a été fait par les rovers, qui n'ont cessé de s'améliorer et de grossir au fil des missions. Et cette exploration de Mars est loin de ralentir. Et ce qui va nous intéresser pour le futur, c'est l'exploration humaine. Mais comment pourra-t-on y parvenir ? Comparons avec ce qui a été fait dans le passé avec le programme Apollo. Pour aller sur la Lune, il y avait besoin de 2 vaisseaux. Le module de commande, dans lequel l'équipage séjourne durant le vol orbital, et le LEM, avec lequel les astronautes se posèrent sur la Lune. Le tout était placé dans une immense fusée, Saturne V. Il fallait en moyenne 3 jours pour aller sur la Lune, les astronautes y passaient en moyenne 2 jours sur place, et en moyenne 3 jours pour le retour, soit un voyage de plus d'1 semaine. Mars étant beaucoup plus loin, il faudrait 6 mois pour le voyage aller, on resterait 6 mois sur la planète, et il faudrait 6 mois pour le voyage retour, ce qui fait en tout un voyage de 18 mois. Mais pourquoi une durée aussi longue ?
Cela est dû à la mécanique céleste. Au départ, le vaisseau quitte la Terre pour rattraper Mars là où elle se trouvera dans 6 mois. Mais une fois sur la planète, on ne peut pas revenir sur Terre, car à ce moment-là, elle se trouve de l'autre côté du Soleil. C'est pourquoi il faut attendre 6 mois supplémentaires pour quitter Mars et rejoindre la Terre. Voilà pourquoi ce voyage doit être aussi long. Au final, avec un voyage qui ne dure pas une semaine, mais 18 mois, et qui emporterait 6 hommes au lieu de 3, il faudrait un vaisseau orbital d'une grande capacité et un atterrisseur beaucoup plus important, en sachant qu'il doit supporter les 6 mois de séjour sur la planète. De ce fait, il sera tellement imposant qu'il pourra se poser sur Mars, mais il ne pourra pas en redécoller. C'est pourquoi il faut un 3e vaisseau qui sert à quitter le sol martien. Pour envoyer tous ces vaisseaux sur Mars, il faut mettre au point une fusée aussi imposante que Saturne V. Mais un seul lancement ne suffira pas à envoyer tous les vaisseaux vers la planète. Dans un premier temps, la fusée enverra les différents éléments de l'expédition en orbite autour de la Terre, et pour ainsi constituer un train spatial. Mais un engin sera préparé à part. Il s'agit du module d'habitat, dédié au séjour sur Mars. Avant d'envoyer des astronautes, ce module est envoyé seul sur Mars, et si, et seulement si, il arrive à se poser, et qu'il est en capacité d'accueillir ses occupants, alors un équipage est envoyé par la suite. Mais en arrivant sur Mars, se pose un des problèmes les plus compliqués, l'atterrissage. Bien que Mars soit pourvu d'une atmosphère, on ne peut pas s'y poser comme sur Terre. L'atmosphère n'y est pas assez dense pour ralentir la descente d'une capsule avec un parachute. L'engin s'écraserait ainsi à grande vitesse au sol. On ne peut pas s'y poser non plus comme sur la Lune. L'atmosphère offre une résistance assez importante pour désintégrer l'engin lors de son entrée. Pour y remédier, il faut combiner les deux méthodes. L'engin est équipé d'un moteur pour ralentir sa descente au niveau du sol. Pour pénétrer dans l'atmosphère, il est équipé d'un bouclier thermique. On imagine soit un bouclier gonflable ou rigide. Arrivés sur Mars, les astronautes quittent leur vaisseau orbital et s'installent dans l'atterrisseur. L'engin se détache du vaisseau et pénètre dans l'atmosphère. Les frottements de l'air font perdre la majorité de sa vitesse à l'atterrisseur. La surchauffe terminée, le parachute s'ouvre et le bouclier thermique est largué. À l'approche du sol, l'engin se débarrasse de son parachute et finit sa descente avec ses moteurs. Et en se posant au sol, les astronautes sont sûrs de trouver à leur disposition le module d'habitat en capacité de les accueillir. L'équipage va passer ainsi 6 mois au sol. Les astronautes exploreront la planète dans le but de tester la survie humaine sur une planète autre que la Terre. Des forages dans le sol pourront être faits pour trouver de l'eau liquide qui pourrait peut-être contenir de la vie. Cette eau pourrait également servir de ressource pour la survie et le carburant. L'expédition terminée, les astronautes retournent dans l'atterrisseur et ils décollent pour rejoindre le vaisseau orbital qui lui est resté au-dessus de Mars à les attendre durant leurs 6 mois d'exploration. Une fois à bord, ils laissent l'atterrisseur sur place qui représenterait une surcharge inutile. Dans l'espace, plus on est léger et plus on va vite, ce qui permet ainsi un voyage retour en 6 mois vers la Terre. Cette mission qui a été présentée est telle que l'envisageait la NASA, mais l'entreprise spatiale privée SpaceX propose un autre type de mission, avec une organisation beaucoup plus simple. Et pour cela, elle met au point un tout nouveau type de fusée. Une fusée 100% réutilisable. L'ensemble mesure plus de 120 mètres de haut, avec un vaisseau orbital à destination de Mars. À son sommet, il a une partie habitat, offrant tout le nécessaire vital pour une longue mission. En dessous, une partie soude qui contient le matériel nécessaire à l'exploration de Mars. Puis, les réservoirs de carburant avec le moteur. L'ensemble décolle depuis la Terre grâce au booster. Mais il faut savoir qu'il ne suffit pas à mettre le vaisseau en orbite. Une fois vide, il va se reposer sur Terre, tandis que le vaisseau orbital utilise ses moteurs pour se mettre en orbite terrestre. Et il n'ira pas plus loin car il a utilisé tout son carburant. C'est pourquoi un deuxième vaisseau ravitailleur est envoyé. Contrairement au vaisseau orbital, sa partie soute et habitat est remplacée par des réservoirs de carburant. L'orbiteur est chargé sur le booster qui s'est reposé au même endroit. Il est re-rempli en carburant et décolle en direction du vaisseau orbital. Le vaisseau ravitailleur le rejoint
et effectue son transfert de carburant. Puis le vaisseau ravitailleur se détache et retourne se poser sur Terre où il pourra resservir pour d'autres ravitaillements. Le vaisseau orbital, lui, utilise son nouveau carburant pour partir en direction de Mars. Le voyage aller durerait 6 mois pour rejoindre Mars. À l'arrivée, le vaisseau se cabre pour utiliser son bouclier thermique pour le freinage aérodynamique. Le freinage terminé, il se redresse et utilise ses moteurs pour terminer sa descente. Il ouvre ses pieds et se pose. Et c'est à partir de la soute que sont déchargés les hommes et le matériel pour l'exploration de Mars. Cependant, vous remarquerez que le vaisseau a au final brûlé tout son carburant en quittant la Terre et en freinant à l'atterrissage martien. Avec des réservoirs vides, il est impossible de repartir. Cependant, il est prévu que le vaisseau re-remplisse ses réservoirs en absorbant le méthane et l'oxygène qui se trouvent dans l'atmosphère martienne, et ils serviront ainsi de carburant pour le voyage de retour. Mais normalement, d'après le plan de SpaceX, les hommes ne sont pas censés retourner sur Terre, mais rester sur Mars pour fonder une colonie et faire de l'homme une espèce interplanétaire. À l'heure actuelle, le vaisseau pour partir sur Mars n'est pas encore prêt, mais des études sont menées, et également des expériences, comme par exemple Mars 500. Pendant 500 jours, 6 hommes de différentes nationalités ont été enfermés dans les conditions d'un voyage martien. Le but est d'étudier les effets psychologiques d'un séjour prolongé, et avec l'absence de repères. Une autre expérience plus poussée fut menée sur les pentes du Mauna Loa à Hawaï, qui offre un décor propice. Toutes les conditions d'une mission martienne y sont reproduites. Plusieurs équipages s'alternent depuis 2013, avec des équipes mixtes et de plusieurs nationalités, dont des chercheurs français et françaises. Au final, la question qui nous intéresse, c'est quand l'homme marchera sur Mars. Car aujourd'hui, la technologie pour y aller, on sait à peu près la faire. Le problème, c'est qu'elle aurait un coût extrêmement élevé. Le prix d'une telle mission vers Mars est estimé entre 10 et 100 milliards de dollars. Au vu du contexte actuel, on peut espérer voir l'homme marcher sur Mars avant la fin des années 2030. Du moins, si nous réussissons à surmonter les différents obstacles qui se trouveront sur cette route.